Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous vous êtes couché en serrant votre oreiller au lieu de votre mari? Combien de nuits blanches vous avez passées allongé dans votre lit à vous demander si cet homme à vos côtés vous aime toujours autant que vous l'aimez? Si le mariage que vous avez construit pendant toutes ces années mérite encore d'être vécu, ou si vous êtes simplement en train de tenter de sauver quelque chose qui, peut-être, est mort il y a longtemps, mais que vous n'avez pas encore eu le courage d'admettre? Je sais que cette question fait mal. Je sais qu'elle coupe en plein cœur, car lorsque nous atteignons la cinquantaine ou plus, quand on regarde en arrière et qu'on voit des décennies de dévouement, de soins, d'amour inconditionnel, la dernière chose qu'on veut admettre est que nous pourrions être seuls dans ce combat. Mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vos sentiments sont légitimes, que cette douleur que vous portez dans votre poitrine, ce vide qui semble grandir chaque jour, a un nom, une raison d'exister et plus important encore, elle peut être transformée. Savez-vous quelle est l'une des choses les plus difficiles à admettre quand on est dans une relation qui dure depuis des décennies? C'est d'accepter que vous soyez peut-être devenu invisible aux yeux de la personne que vous aimez le plus. De réaliser que cet homme qui autrefois vous courtisait, qui vous appelait juste pour entendre votre voix, qui préparait des surprises pour vous voir sourire, lève à peine les yeux quand vous entrez dans la pièce. Il est trop douloureux de reconnaître que vous êtes devenu un meuble de votre propre maison, que votre présence est considérée comme acquise, comme si vous étiez un vieux canapé toujours là, immuable. J'ai rencontré une femme nommée Hélène, 54 ans, qui est venue me voir il y a quelques mois complètement brisée. Elle m'a dit « Je me sens comme un fantôme dans ma propre maison. Mon mari parle plus à la télévision qu'à moi. Quand je lui parle, il répond par des monosyllabes. Quand il daigne répondre, je m'occupe de la maison, de la cuisine, des factures, des soucis, et il ne s'en rend même pas compte. C'est comme si j'étais une employée qui travaille gratuitement et qui, en plus, partage le même lit que son patron. » Les mots d'Hélène ont résonné dans mon esprit pendant des jours, car je savais qu'elle parlait au nom de milliers de femmes vivant cette même réalité silencieuse. Vous êtes-vous déjà demandé quand a été la dernière fois que votre mari vous a vraiment vu? Pas seulement regardé, mais vraiment vu. Quand l'avez-il interrogé sur votre journée? Et est-il resté là, présent, écoutant votre réponse? Quand avez-vous ri ensemble pour autre chose qu'une bêtise à la télévision? Quand vous a-t-il touché avec tendresse? Non parce qu'il en attendait quelque chose, mais simplement parce qu'il voulait sentir votre peau. Ces questions font mal, car elles nous confrontent à une vérité que nous avons peut-être évitée pendant des années. La vérité que notre mariage s'est transformé en simple cohabitation, que nous sommes devenus colocataires au lieu de véritables partenaires de vie, que l'amour a laissé place à l'habitude, et que l'habitude est devenue une prison dorée dont nous sommes les seuls détenus. Mais je veux que vous compreniez une chose très importante. Reconnaître cette réalité n'est pas renoncer. C'est en fait le premier pas pour décider ce que vous voulez vraiment faire du reste de votre vie. Car vous avez toute une vie devant vous, ma chère. À 50, 60 ans, il vous reste encore des décennies d'expérience, de joie, d'amour à vivre. La question est, voulez-vous passer ces années en vous sentant invisible et dévalorisé, ou voulez-vous les vivre d'une manière qui honore la personne que vous êtes vraiment? Je vais vous parler d'une autre femme, Marguerite, 58 ans. Elle m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai passé tant d'années à essayer d'être l'épouse parfaite que j'ai oublié d'être moi-même. Maintenant, je ne sais même plus qui je suis quand je ne m'occupe de personne. Marguerite avait passé plus de 30 ans de mariage à s'effacer, à se rabaisser, à se conformer à ce qu'elle pensait que son mari voulait qu'elle soit. Et le résultat a été une femme complètement perdue, vivant une relation où elle donnait tout et recevait en retour des miettes d'attention. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Marguerite. Peut-être avez-vous vous-même passé des années à vous adapter, à vous sacrifier, toujours dans l'espoir qu'un jour il reconnaîtrait tous vos efforts et reviendrait vous aimer comme avant. Peut-être avez-vous cru que si vous étiez
assez parfaite, si vous preniez si bien soin de la maison, des enfants, de lui, alors l'amour refleurirait entre vous. Mais voici une vérité douloureuse que je dois partager avec vous. Vous ne pouvez pas aimer pour deux. Vous ne pouvez pas porter seul une relation sur vos épaules. Le véritable amour, l'amour qui mérite d'être vécu, exige deux personnes, prêtes à le construire ensemble chaque jour. Quand une seule personne essaie de sauver la relation, ce n'est plus une relation, c'est un monologue émotionnel où vous parlez seul face à des murs qui ne répondent pas. Je veux maintenant que vous soyez brutalement honnête avec moi et surtout avec vous-même. Quand a été la dernière fois que votre mari a fait un effort réel pour vous faire plaisir? Je ne parle pas de se souvenir de votre anniversaire parce que vous avez acheté le cadeau et lui avez demandé de signer la carte. Je ne parle pas de vous offrir un dîner parce que c'était l'anniversaire de mariage et qu'il aurait été étrange de ne rien faire. Je parle d'un geste spontané, authentique, qui a montré qu'il a pensé à vous dans la journée et qu'il voulait vous rendre heureuse. Si vous avez du mal à répondre, si vous cherchez encore quand cela est arrivé pour la dernière fois, alors il est peut-être temps d'admettre que vous êtes dans une relation à sens unique. Et vivre une relation unilatérale est l'une des formes de solitude les plus cruelles qui soient, car vous êtes à côté de quelqu'un, mais vous restez complètement seul. Je veux que vous imaginiez votre vie comme un jardin. Pendant des années, peut-être des décennies, vous avez arrosé, entretenu, taillé, planté de nouvelles fleurs dans ce jardin. Vous avez investi du temps, de l'énergie, de l'amour, de l'espoir. Mais imaginez qu'il existe un coin de ce jardin qui n'a jamais reçu d'eau, jamais reçu de soins, jamais reçu d'attention. Qu'advient-il de cette partie du jardin? Elle se fane, elle se dessèche, elle meurt peu à peu. Votre âme, ma chère, est cette partie du jardin qui est négligée. Pendant que vous vous occupez de tout et de tous, qui s'occupe de vous? Christine, une femme de 52 ans que j'ai rencontrée, m'a dit une phrase qui m'a glacé. Je me sens comme une plante qu'on arrose avec ses propres larmes au lieu d'eau. Je reste en vie, mais je n'arrive plus à fleurir. Quand elle m'a dit cela, j'ai compris que j'avais trouvé la métaphore parfaite pour décrire ce que ressentent de nombreuses femmes dans des relations où elles sont les seules à investir émotionnellement. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comme une plante nourrie par vos propres larmes? Comme quelqu'un qui reste en vie mais qui a perdu la capacité de fleurir? Si la réponse est oui, alors je dois vous dire quelque chose de très important. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être arrosé d'amour, de soins, d'attention. Vous méritez de fleurir. Mais pour fleurir parfois, il faut oser se transplanter dans un sol plus fertile. Et parfois, ce sol plus fertile, c'est simplement le terreau de votre propre estime de vous-même, de votre propre amour-propre, de votre capacité à vous valoriser indépendamment de ce que les autres font ou ne font pas pour vous. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Pensez à la journée d'hier, du moment où vous vous êtes réveillé à celui où vous vous êtes couché. Combien de fois avez-vous fait quelque chose pour prendre soin de votre mari? Combien de fois avez-vous pensé à lui, fait quelque chose pour lui faciliter la vie? Ensuite, comptez combien de fois il a fait quelque chose de similaire pour vous. Combien de fois a-t-il montré une préoccupation sincère pour vous, pour vos sentiments, pour vos besoins? Si la différence entre ces chiffres est criante, si vous constatez un déséquilibre énorme entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, alors il est peut-être temps de vous poser des questions difficiles. La première, pourquoi acceptez-vous si peu? Pourquoi vous contentez-vous de miettes d'attention quand vous offrez des festins d'amour? Je sais que la réponse n'est pas simple. Trop souvent, nous acceptons peu parce que nous avons été conditionnés à croire que notre valeur est liée à notre sacrifice, que plus nous nous effaçons pour les autres, plus nous sommes vertueuses, qu'une bonne épouse est celle qui ne se plaint jamais, qui est toujours disponible, qui met toujours les besoins de son mari avant les siens. Mais je vais vous confier un secret qui a transformé la vie de nombreuses femmes que j'ai rencontrées. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être aimé. En réalité, quand vous vous sacrifiez trop, quand vous vous effacez trop, vous pouvez même repousser l'amour au lieu de l'attirer. Car les gens ont tendance à apprécier ce qui est rare, pas ce qui est toujours disponible. Fernande, 56 ans,
a découvert cela de la manière la plus douloureuse possible. Elle a passé 25 ans de mariage à être l'épouse parfaite, toujours disponible, toujours compréhensive, prête à renoncer à ses rêves pour les siens. Jusqu'au jour où elle a appris qu'il avait une liaison avec une femme qui était son exact opposé, indépendante, défiant, jamais disponible. Lorsqu'elle m'a raconté cela, elle a dit « J'ai compris que j'étais devenue tellement prévisible, tellement assurée, qu'il a cessé de me voir comme une femme et a commencé à me voir comme une extension de lui-même. » Cette histoire de Fernande m'a beaucoup fait réfléchir sur la façon dont nous, les femmes, confondons parfois amour et disponibilité totale. Nous croyons que plus nous sommes disponibles, plus nous serons aimés. Mais la vérité est que le véritable amour fleurit dans la réciprocité, l'équilibre, le respect mutuel. Quand une seule personne est toujours disponible et que l'autre reçoit toujours, ce n'est pas de l'amour, c'est de la convenance. Alors je veux vous poser une autre question. Votre mari vous aime-t-il ou s'est-il simplement habitué à vous? Choisit-il d'être à vos côtés chaque jour ou est-il là simplement par convenance, parce que c'est facile, parce que vous vous occupez de tout et qu'il n'a pas à faire d'efforts? Cette différence est fondamentale, car elle détermine si vous êtes dans une relation ou dans une relation de convenance. Dans une relation, les deux personnes choisissent d'être ensemble chaque jour. Dans une relation de convenance, une personne choisit et l'autre accepte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ressentez une oppression dans la poitrine, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, je veux que vous respiriez profondément et compreniez qu'il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour exiger davantage. Il n'est pas trop tard pour fleurir. Mais pour cela, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Le changement doit commencer en vous. Pas chez votre mari, pas dans votre mariage, mais en vous. Vous devez cesser d'attendre qu'il change pour être heureuse. Vous devez cesser d'attendre qu'il vous voie pour vous sentir précieuse. Vous devez trouver votre propre valeur, indépendamment de ce qu'il fait ou ne fait pas. Régine, une femme extraordinaire de 59 ans, m'a appris cela. Elle était mariée depuis 32 ans lorsqu'elle a décidé qu'elle n'accepterait plus d'être invisible dans sa propre vie. Elle n'a pas demandé le divorce, elle n'a pas fait d'ultimatum, elle n'a pas crié. Elle a simplement commencé à investir en elle-même. Elle a repris des activités qu'elle aimait, a retrouvé ses amis, a pris soin d'elle, a développé des loisirs, a recommencé à vivre. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Son mari a recommencé à faire attention à elle, pas parce qu'elle cherchait à attirer son attention, mais parce qu'une femme qui se valorise, qui a une vie propre, qui n'est pas toujours disponible, est naturellement plus intéressante, plus attirante, plus magnétique. Mais voici le plus important, même si son mari n'avait pas changé, Régine aurait été bien. Car elle avait appris à être heureuse, indépendamment de lui. Elle avait redécouvert Régine. Peut-être est-ce ce que vous devez faire aussi? Peut-être devez-vous redécouvrir qui vous êtes lorsque vous ne prenez soin de personne. Peut-être devez-vous redécouvrir vos rêves, vos désirs, vos passions. Peut-être devez-vous retomber amoureuse de vous-même. Je sais que cela fait peur. Après des décennies à prendre soin des autres, l'idée de prendre soin de soi-même peut sembler égoïste, peut sembler mal. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas d'amour-propre, comment offrir un amour véritable? Si vous ne vous valorisez pas, comment apprendre aux autres à vous valoriser? Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à une question très importante. Si vous mouriez demain, votre mari ressentirait-il votre absence ou regretterait-il seulement de ne plus avoir quelqu'un pour s'occuper des tâches quotidiennes? Pleurerait-il pour la femme incroyable que vous êtes ou pour celle qui faisait le ménage, la cuisine, la gestion pratique de la vie? Cette question est cruelle, je sais, mais elle est nécessaire, car elle révèle si vous êtes aimé pour ce que vous êtes ou pour ce que vous faites. Et il existe une différence abyssale entre ces deux choses. Béatrice, 61 ans, a découvert la réponse à cette question de la pire façon possible.
Elle a eu un problème de santé et est restée plusieurs mois incapable de prendre soin de la maison et de son mari. Au lieu de recevoir soins et tendresse, elle a été traitée comme un fardeau. Son mari se plaignait sans cesse, manifestait de l'irritation, la faisait sentir qu'elle était un poids. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'il ne l'aimait pas. Il aimait les services qu'elle rendait. Lorsqu'elle s'est rétablie, elle a pris une décision courageuse. Elle a dit à son mari: « J'ai compris que tu ne voulais pas une épouse, mais une employée gratuite. Or, je ne suis plus cette personne. Si tu veux rester marié avec moi, tu devras apprendre à m'aimer pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. » Certaines personnes ont pu juger Béatrice trop sévère, mais je la trouve courageuse. Elle a eu le courage d'exiger un amour véritable. Et savez-vous ce qui s'est passé? Son mariage s'est transformé. Son mari a dû apprendre à la voir comme une personne, pas comme une salariée gratuite. Il a dû apprendre à contribuer à la maison, à la vie commune. Il a dû apprendre à manifester un amour sincère. Tous les cas ne se terminent pas ainsi. Parfois, en exigeant le respect, on découvre que la personne à nos côtés n'est pas prête à l'offrir. Et c'est très bien ainsi. Mieux vaut le savoir que passer le reste de sa vie dévalorisé. Car voici une vérité qui fait mal, mais qui doit être dite. Parfois, le problème n'est pas que votre mari ne sait pas comment vous aimer. Parfois, le problème est qu'il ne veut pas vous aimer. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour changer cela. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. Vous ne pouvez pas convaincre qui que ce soit que vous méritez de l'affection. Vous ne pouvez pas supplier de l'attention et espérer qu'elle soit authentique. Ce que vous pouvez faire, c'est décider que vous n'accepterez plus moins que ce que vous méritez. Vous pouvez décider que votre vie est trop précieuse pour être gaspillée dans une relation où vous n'êtes pas valorisé. Vous pouvez décider que vous préférez être seul plutôt que de vous sentir seul aux côtés de quelqu'un. Et n'ayez pas peur de la solitude. La solitude partagée est bien pire que la solitude véritable. Quand on est seul vraiment, on peut au moins faire ce qu'on veut, quand on veut. On peut regarder ce qui nous plaît, manger ce qui nous tente, organiser la maison à sa manière, sortir quand on veut, rester chez soi quand on préfère. On peut être soi-même sans craindre le jugement, sans craindre de déplaire à qui que ce soit. Sylvie, 53 ans, m'a dit une chose magnifique. Quand je me suis séparé, j'ai cru que j'allais mourir de solitude. Mais après quelques mois, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais senti aussi en paix. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais respirer sans demander la permission. Bien sûr, la séparation n'est pas toujours la solution. Parfois, on peut sauver un mariage, reconquérir l'amour, reconstruire l'intimité. Mais cela n'est possible que si les deux partenaires le veulent, si les deux sont prêts à faire des efforts, si les deux reconnaissent qu'il existe un problème et sont disposés à le résoudre. Si vous gardez l'espoir que votre mariage peut être sauvé, je veux vous proposer quelques questions à vous poser. Première, votre mari reconnaît-il qu'il y a un problème entre vous? Admet-il que le mariage ne va pas bien? Montre-t-il une volonté de changer quelque chose? Si la réponse est non, s'il pense que tout va bien, s'il ne voit aucun problème dans votre vie à deux, alors vous essayez peut-être de sauver quelque chose, toute seule. Et c'est impossible. Vous ne pouvez pas applaudir avec une seule main. Deuxième question, ressentez-vous encore de l'attirance pour votre mari? Je ne parle pas seulement d'attirance physique, bien que cela compte aussi. Je parle d'attirance émotionnelle, intellectuelle, spirituelle. Admirez-vous encore qui il est? Aimez-vous encore sa compagnie? Êtes-vous fier d'être à ses côtés? Si la réponse est non, si vous réalisez que vous ne ressentez plus rien d'autre que de l'habitude et du devoir, alors peut-être est-il temps d'admettre que l'amour s'est éteint. Et il n'y a rien de mal à cela. L'amour peut y finir, et quand il finit, s'accrocher ne fait que causer de la souffrance pour tous. Troisième question. Arrivez-vous à imaginer les 20 prochaines années de votre vie en continuant comme aujourd'hui? Si cette idée vous terrifie, si vous sentez une oppression dans la poitrine rien qu'à y penser, alors quelque chose doit changer. Dans votre mariage, dans votre vie, en vous.
Noémie, 57 ans, m'a confié une phrase qui m'a marqué. Je me suis rendu compte que je mourais à petit feu. Pas physiquement, mais intérieurement. J'étais en train de devenir l'ombre de la femme que j'étais. Quand elle a compris cela, elle a décidé qu'elle ne laisserait pas les années à venir être la suite de cette lente mort. Elle en a parlé à son mari. Elle lui a dit exactement ce qu'elle ressentait. Proposer une thérapie de couple, suggérer des changements. Il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'elle exagérait, qu'elle dramatisait, que le mariage était ainsi. À ce moment-là, elle a compris qu'il voulait des choses différentes. Lui voulait que rien ne change. Elle voulait vivre pleinement. La décision n'a pas été facile. Ce furent des mois d'angoisse, de doute, de peur, mais elle a eu le courage et a demandé la séparation. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, elle me dit « Je ne crois pas avoir attendu si longtemps. Je ne crois pas avoir failli gâcher ma vie dans une relation qui me consumait. Je ne vous encourage pas à divorcer. Chaque situation est unique, chaque relation a ses spécificités. Mais je vous encourage à arrêter d'accepter des miettes. Je vous encourage à exiger le respect et l'amour que vous méritez. Et si votre mari n'est pas prêt à vous offrir cela, alors peut-être est-il temps de trouver quelqu'un qui le soit. Ou peut-être est-il temps de découvrir que vous pouvez être cette personne, que vous pouvez vous offrir l'amour, la tendresse, l'attention que vous cherchiez ailleurs. Car voici une vérité libératrice. Vous n'avez besoin de personne pour être heureuse. Le vrai bonheur vient de l'intérieur. Quand vous trouvez ce bonheur intérieur, quand vous apprenez à vous aimer vraiment, alors vous pouvez partager cet amour avec quelqu'un. Mais vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour être complète. Vous êtes déjà complète. Lucie, 64 ans, a appris cela après 40 ans de mariage. Elle m'a dit « J'ai passé toute ma vie à chercher chez les autres ce que j'aurais dû chercher en moi d'abord. Quand j'ai appris à m'aimer, à me valoriser, tout a changé, même mon mariage. Car quand on se valorise, on attire automatiquement des personnes qui nous valorisent aussi. Quand on se respecte, on n'accepte pas d'être méprisé. Quand on s'aime, on n'accepte pas d'être maltraité. Et si la personne à vos côtés n'est pas capable de vous offrir l'amour et le respect que vous savez désormais mériter, alors peut-être que cette personne n'est pas la bonne pour vous. Et il n'y a rien de mal à cela. Parfois, les gens évoluent dans des directions différentes. Ce qui fonctionnait autrefois ne fonctionne plus aujourd'hui. L'important est de ne pas rester prisonnière du passé. L'important est de ne pas gâcher votre présent en tentant de revivre un passé qui ne reviendra peut-être jamais. L'important est de regarder vers l'avenir et de décider comment vous voulez vivre les années à venir. Imaginez que vous êtes dans une pièce obscure depuis des années. Vous vous êtes habitué à l'obscurité. Vous avez appris à naviguer dans le noir. Acceptez que c'était votre réalité. Mais soudain, quelqu'un ouvre un rideau et vous voyez qu'il y a de la lumière dehors. Allez-vous refermer le rideau pour rester dans le noir parce que c'est ce que vous connaissez, ou aurez-vous le courage de sortir vers la lumière? Votre vie est cette pièce. Vous avez passé des années, peut-être des décennies, à vivre dans l'obscurité d'une relation qui ne vous nourrit plus. Mais maintenant, vous avez vu qu'il y a de la lumière dehors. Il y a la possibilité d'être heureuse, d'être aimée, de vous sentir vivante à nouveau. La question est, aurez-vous le courage de poursuivre cette lumière? Je sais que c'est effrayant. Je sais qu'il est plus facile de rester dans ce que l'on connaît, même si cet endroit n'est pas bon pour nous. Mais réfléchissez. Dans 10 ans, quelle différence cela fera-t-il si vous continuez à vivre comme aujourd'hui? Quel héritage voulez-vous laisser à vos filles, à vos petites filles? Quel exemple voulez-vous être? Voudrez-vous être rappelée comme la femme qui a accepté moins que ce qu'elle méritait, ou comme la femme qui a eu le courage de se battre pour son propre bonheur? Voudrez-vous être rappelée comme quelqu'un qui s'est effacé pour les autres, ou comme quelqu'un qui a montré qu'il est possible de recommencer, peu importe l'âge? Carmen, 68 ans, m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle s'est séparée à 65 ans, après 43 ans de mariage. Tout le monde lui disait qu'elle était folle, qu'à son âge on ne faisait pas ça.
Mais elle m'a dit, j'ai calculé, si Dieu me donne la santé, je peux encore vivre 20, 25 ans. Je ne veux pas passer ces années en me sentant morte à l'intérieur. Aujourd'hui, elle vit seule, à ses loisirs, ses amis, ses activités. Elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. J'ai découvert qu'il existait une Carmen que je ne connaissais pas. Une Carmen qui avait des rêves, des désirs, des envies. Une Carmen qui était endormie depuis des décennies et qui s'est enfin réveillée. Peut-être existe-t-il une version de vous aussi endormie. Une version qui a des rêves que vous n'avez jamais réalisés, des désirs que vous n'avez jamais exprimés, une joie de vivre que vous avez perdue en chemin. Peut-être est-il temps de réveiller cette version de vous. Et cela ne passe pas forcément par la séparation. Cela peut passer par une conversation honnête avec votre mari, par des changements dans la dynamique de votre foyer, ou tout simplement par la décision de ne plus vous effacer, de ne plus accepter d'être invisible. Car en fin de compte, peu importe que vous restiez marié ou que vous divorciez. Ce qui importe, c'est d'arrêter de gaspiller votre vie dans une relation qui ne vous fait pas de bien. Ce qui importe, c'est de trouver un moyen d'être heureuse, que ce soit aux côtés de quelqu'un ou seule. Votre vie est trop précieuse et pour être gâchée. Vos rêves sont trop importants pour être ignorés. Votre cœur est trop fort pour accepter des miettes d'amour. Alors, je veux terminer en vous posant une question et je veux que vous y répondiez avec la plus grande honnêteté. Si vous pouviez prendre une nouvelle photo de votre vie aujourd'hui, quelle image voudriez-vous y voir? Une femme courbée sous le poids d'une relation qu'elle porte seule, ou une femme la tête haute, consciente de sa valeur, vivant avec dignité et joie? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Et il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Si ces mots ont touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans cette conversation, peut-être est-il temps de partager cette réflexion avec une autre femme qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Car quand une femme s'éveille à sa propre lumière, elle illumine le chemin pour que d'autres femmes puissent aussi s'éveiller. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Vous ne l'avez jamais été. Et vous méritez tout l'amour et tout le bonheur que la vie peut offrir.